Personnellement, je pense qu'il faut garder un petit peu toutes nos traditions au niveau de la culture, du cépage, des cépages qu'on a. Notre cépage typiquement suisse, c'est quand même le chasselas. Le chasselas qu'on utilise pour l'apéritif, vu que l'apéritif, c'est vraiment typique, c'est vraiment, je dirais, la marque de fabrique des Suisses, en tout cas de la Suisse romande. On a besoin de chasselas pour garder un petit peu ces moments de partage. Après, on a d'autres cépages qui viennent pas forcément d'origine suisse, en tout cas pour ceux qu'on cultive, qui sont le pinot noir et le gamay, mais qui se sont très bien développés ici. Et maintenant, on a des nouveaux cépages qui ont été obtenus à Changin, qui sont Gamaret, Gare Noir, Galota. Et c'est intéressant de pouvoir en fait mettre en avant ces cépages qui sont des représentants du savoir-faire suisse, vu que c'est les stations fédérales de recherche en Suisse qui les ont développés pour qu'ils soient adaptés en fait à nos conditions climatiques. La durabilité, c'est le mot qui est vraiment à la mode actuellement. Je dirais que là, on est en train de développer, je dirais, au niveau suisse, un label vin suisse durable. Et dans la durabilité, actuellement, on essaye d'intégrer plusieurs choses. Les côtés sociaux, les côtés économiques, écologiques, etc. Et de ce côté-là, en fait, on travaille déjà beaucoup avec, pour notre personnel. Donc, c'est une durabilité aussi au niveau du social, de leur donner un salaire qui corresponde au travail fourni. Le côté après écologique, on essaye vraiment de travailler aussi proche de la nature. Personnellement, je dirais que donc le domaine n'est pas en culture biologique, mais je dirais que personnellement, le biologique n'est pas toujours le plus écologique. En évitant parfois d'utiliser un produit chimique qui va peut-être pas donner de résidus dans les sols ou autre, on va utiliser un produit naturel en bio et on va passer 6 ou 7 fois au lieu de passer 2 fois. Donc en fait, en intervention, ici on a des cultures qui sont des vignes qui sont assez en pente, c'est difficile d'accès, c'est dangereux quand il pleut. Et puis si je dois faire du bio et puis faire 20 traitements par année, c'est dangereux, ça tasse les sols, on double la consommation de carburant. Donc pour moi, le côté bio n'est pas forcément des plus écologiques. Alors après, dans la durabilité, il y a ce côté écologique aussi qu'on doit mettre. Puis après, je trouve qu'il y a un côté, de nouveau, on revient sur le culturel, de garder un petit peu nos savoir-faire et traditions avec nos cépages et ce genre de choses. Alors on revient sur le chasselas. C'est vraiment le cépage qui est typique de cette région-là. Après, on a comme je disais pour les rouges, Pinot et Gamay, qui sont aussi des cépages adaptés, je dirais, à nos endroits. Et pour revenir sur la typicité, je dirais que le chasselas, c'est un cépage qui est intéressant, qui est marrant, parce qu'il marque peu, au niveau aromatique, il est assez discret. C'est pas un cépage qui est très marquant comme un aligoté, un sauvignon blanc, qui ont des gros marqueurs aromatiques. Et le chasselas, il a cette typicité. Quand on le cultive dans une région ou dans une autre, il va prendre des goûts différents dus au terroir. Et même sur le domaine qu'on a qui compte 8 hectares et demi en surface d'un tenant, donc c'est une grosse parcelle, on a des grandes différences au niveau des vins de par les zones où elles sont cultivées. On a une partie à l'entrée du domaine où on est sur des terres plutôt argileuses, on a des terres un petit peu plus lourdes, on aura un vin qui sera un petit peu plus lourd, un peu moins fin. Et on a une zone où on a des terres qui sont un petit peu plus filtrantes, où on aura plus de subtilité, on a différents arômes. Des fois c'est plus sur le fruité, des fois c'est plus sur la minéralité du vin. Donc c'est une chose qu'on a de différence avec la France, c'est qu'on a beaucoup de terroirs différents sur peu de distance. Alors que si on prend le Bordelais, il y a des différences, mais c'est surtout des fois des différences de par les cépages qu'ils utilisent, mais il y a moins de différences, je dirais, de terroir, de sol. C'est sûrement dû au fait aussi qu'on avait le glacier du Rhône qui venait jusque-là, jusqu'au lac. Et puis en fait, il y a des brassages de sol, il y a des moraines, il y a différentes choses. Et tous les secteurs, en fait, on a vu des différences. On a des petits points repères, je dirais, au niveau du cycle végétatif de la vigne. La vigne, on dit quand elle est en pleine fleur, une fois qu'elle est en pleine fleur, on a théoriquement les vendanges 100 jours après. Ça, c'était un calcul qu'on faisait il y a 20-30 ans.
Maintenant, avec les étés caniculaires qu'on peut avoir, des fois on est plutôt à 90, 95 jours. Enfin, je dirais, en général, on vise à peu près 100 jours. D'ailleurs, on a commencé les vendanges cette année ici le 22, et c'était pile 100 jours après les enfin après la pleine fleur au niveau que j'ai pu observer. Donc il y a une décision qui vient déjà de par le cycle végétatif de la vigne, qui est toujours plus ou moins le même. Après, on est 40 jours après la véraison. Donc là aussi, une date qui nous permet de nous repérer un petit peu. Mais pour vraiment décider, là, on a dû vendanger, je dirais, rapidement, il y a une semaine et demie, parce qu'on a eu beaucoup de pluie, et les grains ont gonflé, il y en a 2-3 qui ont éclaté, puis il commençait à avoir de la pourriture qui se développait. Donc on a vite vendangé de la vendange, enfin certains cépages, avant la date voulue. C'est vrai que l'état sanitaire du raisin est vraiment source de qualité au niveau du vin, donc il faut vraiment choisir, des fois être assez flexible et puis tout d'un coup dire bon, on agit, on va vite prélever. Là on avait le chardonnay qui commence à pourrir, on est vite allé prélever le chardonnay pour sauver la récolte. Et puis le chasselas qui avait des peaux un peu plus épaisses, on a pu attendre jusqu'à maintenant. Et puis après, pour affiner un petit peu plus, on fait un suivi de la maturité. On va toutes les semaines prendre des échantillons de raisins, et puis on va sonder le raisin en fait, regarder quel est son taux de sucre. On peut faire l'acidité aussi, l'acidité totale, puis on regarde comment il évolue. Et à un certain stade, on arrive, il y avait un indice de maturité qui a été développé pour choisir le bon moment pour faire la vendange entre le pH, l'acidité et le sucre. Mais après, c'est aussi des fois de se promener dans la vigne, de prendre des baies de raisin, de les goûter. Et c'est là qu'on dit, ah ben là c'est bon, on a les arômes, on n'a plus d'amertume, on n'a plus d'acidité des pépins. Les pépins sont mûrs, la peau se démonte bien, donc là, on peut y aller. C'est un petit peu ces choses-là. Donc côté science, côté tradition, le fait d'aller se promener, de faire ses suivis, c'est un petit peu tout qui vient ensemble. Alors nous, le domaine, c'est entièrement manuel. Une des raisons, c'est que c'est tout, il y a un côté traditionnel. C'est un domaine qui a toujours fait ses vendanges à la main, donc c'est toujours sympa d'avoir une équipe. Là, on est une trentaine de personnes au total. Il y a une vingtaine de personnes qui sont à la vigne à cueillir et puis à prendre les caisses, à déplacer toutes. 2-3 personnes à la cave, plus des personnes à la cuisine. Donc on mange tous ensemble. Il y a un côté sympathique et traditionnel, je dirais, du côté des vendanges. Comparé à la machine où je travaille des vignes à titre privé à la machine, j'amène ma remorque, on charge, on vide, puis voilà, on voit personne, il n'y a pas d'interaction. Tandis que là, c'est sympa parce qu'on a des Français, des Italiens, des gens de différentes régions, différentes cultures, et c'est un mélange qui est assez sympathique. Donc on vendange à la main parce qu'il y a un côté sympathique. Ça permet de trier la vendange aussi, d'avoir vraiment de bien suivre la qualité. S'il y a des grains qui sont pas tout à fait mûrs, suivant ce qu'il y a, on peut les éliminer, on les coupe à la vigne directement. Aucune machine ne peut venir monter dans nos pentes. On a des vignes au travers, en banquette, et puis ça, on ne peut pas faire la machine. Ça va? De chanter encore? Dis-moi, ça toi tu... Ouais, c'est très bien. Wow. Je pense qu'il y a un petit peu les deux choses, il y a les deux tendances. Le but, c'est quand même de pouvoir se simplifier la vie, parce que c'est difficile de trouver du personnel. Donc de devoir travailler des vignes en forte pente, dans des conditions très difficiles, avec un atomiseur à dos et puis des produits et tout, si le drone peut remplacer ces personnes-là, c'est le top. Et en plus, il n'y a pas de problème avec les produits ou ce genre de choses. Donc le drone, pour moi, ça peut être quelque chose vraiment d'intéressant. On aura peut-être de la mécanisation aussi, des robots autonomes qui vont faire certains travaux tout seuls. Mais je pense qu'on aura quand même toujours besoin de l'expérience et puis du ressenti de l'homme. Et puis après de revenir sur du plus traditionnel, je dirais que c'est quelque chose qui se voit un petit peu dans toutes ces cultures-là. C'est qu'on évolue au niveau de la mécanisation, on avance pour certaines choses, on arrive avec des nouveaux produits, etc. Puis en fait,
Les produits désherbants, par exemple, qu'on utilise, on a de moins en moins de droits parce qu'il y en a qui posent des problèmes de résidus, il y en a qui se retrouvent dans les eaux, enfin bref, toutes ces choses-là. Et pour les abandonner, en fait, on ressort des vieilles machines qu'ils ont arrêté d'utiliser il y a 50 ans parce que pour eux, c'était miraculeux d'avoir l'herbicide, il n'y avait plus qu'à donner un coup d'herbicide et puis pas besoin de passer 5 fois les machines durant l'année. Tandis que maintenant, en voulant supprimer ces produits chimiques, on revient en fait à une mécanisation un peu plus ancienne. En fait, on laisse, on va pas trop vite parce que ça s'égoutte automatiquement. Elle est partie du jus qui va couler direct. Donc la vendange, on voit les grappes là, elles passent, elles se font simplement fouler. Donc c'est juste des rouleaux claviers qui cassent les grains. On doit le laisser 24 à 36 heures pour débourber. En fait, il y a des particules qui vont se déposer. On va prendre le jus clair qu'on va mettre dans une autre cuve. On va faire fermenter. Le jus trouble, on va le filtrer pour le rajouter au reste pour la fermentation alcoolique. On fait la fermentation alcoolique. Après, on va passer à la fermentation malolactique. Donc des fois, il faut enlever les vins pour sortir les lilles pour pouvoir faire la malolactique. Et puis après, on doit recompléter les cuves, on doit passer au froid, on doit filtrer. Donc en fait, c'est toute une période intense. Et le vin, on le contrôle tous les jours. Donc on ne va pas le déguster, mais par contre, pendant la fermentation alcoolique, je vais suivre tous les jours avec une sonde à mou l'évolution de la fermentation. Et ça nous permet en fait de suivre la température, parce que les températures de fermentation sont très importantes. Pour les chasselas, par exemple, les blancs, on est autour, je dirais, des 20 degrés. Il ne faut pas monter trop haut, autrement on perd des arômes. Et les rouges, on va fermenter autour des 30 degrés pour pouvoir extraire un petit peu la couleur et les tanins qui sont contenus dans la pellicule. Et les rouges, en plus, une fois qu'on les a vendangés, on les passe dans une machine qui sépare la rafle, la partie verte en fait, et puis les grains. Et puis les grains, après, ils sont juste un petit peu cassés. On les met dans un bac ou dans une cuve. Après, on met les levures pour la fermentation alcoolique. Et ensuite, 2 fois par jour, on doit brasser le tout. Parce qu'en fait, la fermentation alcoolique, le gaz carbonique, il va faire monter les mares. Donc, il n'y aura plus le contact entre le liquide et le solide. Alors nous, tous les jours, on va arriver avec une sorte de gros maillet, enfin une grosse spatule, puis on va appuyer sur les mares pour les faire retourner pour qu'ils repartent dans le vin en fermentation pour extraire la couleur et puis les arômes du vin. Donc la période, je dirais, la plus intense, c'est vraiment des vendanges et puis les 2 semaines, 3 semaines qui suivent, où il y a vraiment beaucoup. Alors je dirais que pour moi, c'est un chasselas. Le domaine fait 8 hectares et demi, on a plus de 5 hectares de chasselas, donc historiquement parlant, il n'y avait que du chasselas, donc il y a une centaine d'années, j'imagine. Et en fait, le chasselas, c'est le cépage roi, c'est le fer de lance un petit peu de tout le vignoble vaudois et suisse. Et le chasselas Les Côtes, je pense que ce serait celui-là, parce que c'est notre premier grand cru. Donc c'est une parcelle qui a été cultivée, ça fait plus de 20 ans qu'elle est cultivée différemment, dans le but de limiter la production et d'obtenir un chasselas qui a plus de gras, plus de volume, plus de corps, un chasselas un peu plus puissant. Et puis c'est un vin que j'aime bien, c'est moins un vin de soif que d'autres, mais par contre c'est un vin de plaisir, on prend beaucoup de plaisir à partager un verre avec des amis, et puis je dirais que c'est le chasselas Les Côtes. La difficulté des fois c'est d'arriver à faire comprendre, enfin faire déguster ces produits à notre clientèle et puis à la faire changer. C'est vrai que la clientèle, quand elle a l'habitude d'un produit ou d'un autre, elle va toujours aller chercher le même. On le voit dans les supermarchés, même qu'il y a 10 sortes peut-être de pâtes, ils vont toujours prendre les mêmes parce qu'ils ont l'habitude, même que les autres sont peut-être meilleurs, mais on a l'habitude, on est habitué à certaines choses, on est habitué à certains cépages, à certaines choses. On a plus de peine. Là, actuellement, on voit que ces nouveaux cépages, en fait, ils ont de la peine à prendre des parts de marché parce qu'ils ne sont pas encore de nos goûts. On n'a pas encore habitué notre palais à ces goûts-là.